Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la lecture de Pinocchio. En effet, dans la dernière lecture, Pinocchio commençait à se transformer en petit âne. Donc nous allons voir ce qu'il advient de lui. On arrive gentiment à la fin du livre, mais je ne pense pas qu'on finira l'histoire aujourd'hui. Sûrement la prochaine fois. Donc j'espère que vous allez apprécier ces deux dernières lectures. Voilà, c'est tout ce dont j'avais à vous dire. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Voyant que la porte ne s'ouvrait pas, le petit bonhomme l'enfonça d'un violent coup de pied. Quand il fut entré dans la pièce, il dit à Pinocchio et à Lumignon avec sa jovialité habituelle. Allons mes enfants, vous savez bien rire, j'ai tout de suite reconnu votre voix et me voici. À ces paroles, les deux petits ânes restèrent confondus et comme stupides, la tête ballante, les oreilles basses et la queue pendante entre les jambes. Pour commencer, le petit bonhomme lissa leurs poils, les caressa, les palpa. Puis il sortit son étrier et se mit à les bien étrier. Quand à force de les frotter, il eut fait reluire leur pelage comme des miroirs, il leur passa le licou et les conduisit sur la place du marché dans l'espoir de les vendre et de réaliser un joli petit bénéfice. Les acheteurs, en effet, ne se firent pas attendre. Lumignon fut acheté par un paysan dont l'âne était mort la veille. Pinocchio fut vendu au directeur d'une troupe de paillasses et de sauteurs de cordes, qui l'acheta pour le dresser et le faire sauter et danser, tout comme les autres animaux de la troupe. Avez-vous bien compris maintenant, jeune lecteur, quel beau métier faisait le petit bonhomme? Ce vilain monstre, qui avait la physionomie douce comme le lait et le miel, allait de temps en temps faire un tour avec sa voiture. Chemin faisant, à force de belles promesses et de cajoleries, il racolait tous les enfants paresseux qui détestaient les livres et l'école, et après les avoir chargés dans sa voiture, il les conduisait au pays des jouets pour qu'ils y passent tout leur temps à jouer, à crier et à s'amuser. À la fin, à force de s'amuser sans jamais étudier, ces pauvres enfants du pays devenaient autant d'ânes véritables. Alors le petit bonhomme, tout joyeux et content de lui, se trouvait être leur propriétaire. Il allait les vendre dans les foires et sur les marchés. C'est ainsi qu'il était devenu millionnaire en quelques années. Ce qu'il advint de Lumignon, je l'ignore, mais je sais que Pinocchio fut condamné dès le début à une existence très pénible et très fatigante. Quand on conduisit Pinocchio à l'écurie, son propriétaire remplit de paille leur atelier. Mais après en avoir goûté une bouchée, Pinocchio la cracha. Alors le propriétaire, en grondant, remplit leur atelier de foin. Le foin déplut également à Pinocchio. Ah, le foin ne te plaît pas non plus, cria le patron courroucé. Laisse faire, mon bel âne, si tu as des caprices, je saurai te les enlever. Et comme correction, il lui donna un fouet dans les jambes. De douleur, Pinocchio se mit à pleurer et à braire. En brayant, il disait « Hi-han, hi-han, je ne peux pas digérer la paille. » Alors mange le foin, répliqua le propriétaire, qui comprenait très bien le dialecte des ânes. Hi-han, hi-han, le foin me fait mal au cœur. Tu es d'avis probablement qu'un âne comme toi mérite d'être nourri de blancs de poulet et de galantine, ajouta le patron, qui, rageant de plus en plus, le fouetta de nouveau. À cette nouvelle correction, Pinocchio par prudence se calma sur le champ et garda le silence. Lorsque l'écurie fut fermée, Pinocchio resta seul. Comme il y avait longtemps qu'il n'avait pas mangé, la faim le faisait bâiller, et en bâillant, il ouvrait une bouche large comme un four. À la longue, ne trouvant rien de mieux dans leur atelier, il se résigna à mâcher un peu de foin. Et après avoir longtemps mâché, il ferma les yeux et avala. Ce foin n'est pas mauvais,
se dit-il alors à lui-même. Mais combien il eût mieux valu pour moi que je continue à étudier. À cette heure, au lieu de foin, je mangerai un bon morceau de pain frais avec une tranche de saucisson, hélas. Le lendemain matin, à son réveil, Pinocchio chercha vite dans leur atelier s'il y avait encore un peu de foin. Il n'en trouva pas, car il avait tout mangé pendant la nuit. Alors il prit une bouchée de paille et la mâcha. Et tout en mâchant, il se persuada que le goût de la paille ne rappelait nullement celui du risotto à la milanaise, ni celui du macaroni à la napolitaine. Hélas, répéta-t-il en continuant à mâcher, si du moins mon malheur pouvait servir de leçon à tous les enfants désobéissants et qui n'ont pas l'amour du travail. Hélas, hélas. Assez d'hélas, cria le patron, qui entrait à ce moment même dans l'écurie. Tu crois peut-être, mon beau petit âne, que je t'ai acheté uniquement pour te donner à boire et à manger. Je t'ai acheté pour que tu travailles et pour que tu me fasses gagner beaucoup d'écus. Donc, du courage, viens avec moi dans le cirque, et là, je t'apprendrai à sauter dans les cerceaux, à enfoncer avec la tête les cercles de papier, puis à danser la valse et la polka en te tenant tout droit sur les pattes de derrière. Le pauvre Pinocchio dut, de gré ou de force, apprendre toutes ces belles choses. Mais pour les apprendre, il lui fallut 3 mois de leçons et des coups de fouet à lui enlever la peau. Enfin, le jour vint où le propriétaire de Pinocchio put annoncer un spectacle vraiment extraordinaire. Le programme multicolore affiché au coin des rues disait ceci. Grand spectacle de gala. Ce soir auront lieu les sauts habituels et les exercices surprenants exécutés par tous les artistes et par les chevaux des deux sexes faisant partie de la troupe. Enfin, on verra pour la première fois le fameux Anne Pinocchio, dit l'étoile de la danse. Le théâtre sera illuminé à giorno. Vous pouvez bien penser que ce soir-là, 1 heure avant le commencement du spectacle, le théâtre fut bondé. Il n'y avait plus une place libre, ni au fauteuil, ni au parterre. On n'en eût pas trouvé à prix d'or. Au gradin de l'amphithéâtre, c'était une fourmilière d'enfants, fillettes et garçons de tous les âges qui attendaient avec une curiosité fébrile les danses du fameux âne Pinocchio. À la fin de la première partie du spectacle, le directeur de la troupe, en habit noir et culotte courte blanche et chaussée de bottes fines, se présenta devant la foule entassée, s'inclina et prononça avec une grande solennité l'invraisemblable boniment suivant. Votre humble serviteur, se trouvant de passage dans cette illustre cité, a voulu se réserver l'honneur autant que le plaisir de présenter à cette remarquable assistance un âne célèbre qui a déjà eu l'honneur de danser devant Sa Majesté l'Empereur de toutes les cours d'Europe. Nous vous remercions de nous favoriser de votre encourageante présence. Ce discours fut accueilli par beaucoup d'éclats de rire et d'applaudissements, mais les applaudissements redoublèrent et crépitèrent comme un véritable ouragan lorsque le petit âne Pinocchio apparut au milieu du cirque. Il avait un harnachement de gala, une bride neuve en cuir verni avec des boucles et des bossettes de cuivre doré, un camélia blanc à chaque oreille, la crinière joliment peignée et divisée en boucles retenues par de petits nœuds de soie rose. Une écharpe d'or et d'argent lui barrait la taille et la queue toute dressée était ornée de rubans de velours blanc et bleu. Bref, c'était un petit âne adorable. Le directeur, en le présentant au public, prononça cette nouvelle allocution. Honorable spectateur, je ne vous cacherai pas qu'il m'a fallu vaincre de grandes difficultés pour instruire et dresser ce mammifère que j'ai trouvé paissant librement de montagne en montagne dans les plaines de la zone torride. Représentez-vous, je vous prie, toutes les larmes qu'il a dû verser, étant donné que tous les moyens furent utiles pour arriver à le domestiquer, et que j'ai dû, bien des fois, recourir au suggestif langage du fouet. Mais toute ma bienveillance ne faisait qu'éloigner de moi sa sympathie, et il me détestait de plus en plus. Cependant, je découvrais un jour dans son crâne une petite bosse osseuse que la faculté de médecine de Paris reconnut elle-même pour être celle du
Le spectacle de demain soir serait remis à demain matin à 11 heures avant midi. Là-dessus, le directeur fit une profonde révérence, puis s'adressant à Pinocchio, il lui dit: Courage, Pinocchio. Avant de commencer vos exercices, saluez l'honorable assistance, ces messieurs, dames et enfants. Pinocchio docile plia aussitôt ses deux genoux et resta prosterné jusqu'à ce que le directeur, faisant claquer son fouet, lui dit: Au pas. Alors le petit âne se dressa sur ses quatre pattes et se mit à tourner autour du cirque, au pas et en mesure. Un instant après, le directeur cria: Au trot. Et Pinocchio, obéissant au commandement, se mit à trotter. Au galop, et Pinocchio attaqua le galop. Au triple galop, et Pinocchio de prendre le grand galop. Mais tandis qu'il courait comme un cheval sauvage, le directeur, levant les bras, déchargea un coup de pistolet. À ce coup, le petit âne, feignant d'être blessé, tomba étendu dans le cirque, comme s'il eût été vraiment mourant. Il se releva au milieu d'une salve d'applaudissements, de cris et de hurrahs qui montaient jusqu'aux étoiles. Alors tout naturellement, il leva la tête et regarda en l'air. Et en regardant, il vit dans une loge une belle dame qui avait au cou une grosse chaîne d'or à laquelle pendait un médaillon. Sur ce médaillon était peint le portrait d'un petit pantin. Ce portrait, c'est le mien. Cette dame, c'est la fée, se dit Pinocchio en la reconnaissant aussitôt. Et se laissant vaincre par la joie, il essaya de crier: Oh ma petite fée, oh ma petite fée. Mais au lieu de ces paroles, il ne lui sortit du gosier qu'un hi-han sonore et prolongé qui fit rire tous les spectateurs et les enfants en particulier. Alors le directeur, pour lui apprendre à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas briller en présence du public, lui donna un coup de manche de fouet sur le nez. Le pauvre petit âne sortit alors sa langue et se lécha le nez pendant 5 minutes pour apaiser la douleur qu'il avait ressentie. Mais quel ne fut pas son chagrin lorsque, levant une seconde fois la tête, il constata que la loge était vide et que la fée était disparue. Il se sentit défaillir. Ses yeux s'emplirent de larmes et il sanglota. Personne cependant ne s'en aperçut, et moins que tout autre, le directeur qui ordonna en faisant claquer son fouet: Bravo Pinocchio, maintenant faites voir à l'assistance comme vous savez bien sauter dans les cerceaux. Pinocchio essaya 2 ou 3 fois, mais chaque fois qu'il arrivait devant le cerceau, il se contentait de passer dessous, ce qui lui semblait plus commode que de le traverser. À la fin, il sauta et enjamba, mais ses pattes de derrière restèrent malheureusement arrêtées par le cerceau, de sorte qu'il retomba de tout son poids en avant. Quand il se releva, il était boiteux, et ce fut à grand-peine qu'il rentra à l'écurie. Pinocchio, nous voulons le petit âne, vive Pinocchio, criaient impétueusement de leur place les enfants très émotionnés par cette mésaventure de l'animal. Mais le petit âne ne reparut pas de la soirée. Le lendemain matin, le vétérinaire examina Pinocchio et déclara qu'il resterait boiteux toute sa vie. Le directeur dit alors au palefrenier: Que veux-tu que je fasse d'un petit âne boiteux? Ce ne serait qu'une bouche de plus à nourrir. Conduis-le donc au marché et vends-le. Arrivés sur la place, ils trouvèrent tout de suite un acquéreur. Celui-ci demanda au palefrenier: Combien voulez-vous de cet âne boiteux? 20 francs. Je t'en donne 20 sous. Ne crois pas que j'ai l'intention de le faire travailler. C'est uniquement pour sa peau que je l'achète. Je pourrais en faire un tambour pour la fanfare de mon village. Je vous laisse à penser le plaisir qu'éprouva le pauvre Pinocchio quand il entendit qu'il était destiné à faire un tambour. Dès que l'acheteur eut donné ses 20 sous, il conduisit le petit âne sur un rocher tout au bord de la mer. Il lui mit une pierre au cou, l'attacha par une patte avec une corde dont il garda l'extrémité dans sa main, puis il le poussa violemment et le jeta dans l'eau. Pinocchio, avec cette pierre au cou, alla tout de suite au fond. L'acheteur, qui tenait toujours la corde bien serrée dans sa main, s'assit sur le rocher en attendant que l'âne eût le temps de se noyer et de mourir, afin de le dépecer ensuite et d'emporter sa peau.
Il y avait environ 50 minutes que le petit âne était sous l'eau. L'acheteur se dit alors: à cette heure, le pauvre petit âne boiteux doit être bel et bien mort. Retirons-le donc et faisons de sa peau un bon tambour. Et il se mit à tirer la corde au bout de laquelle il avait attaché l'âne par la patte. Il tira, 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 et à la fin, il vit apparaître à fleur d'eau, devinez quoi? Au lieu d'un âne mort, il vit apparaître à fleur d'eau un pantin vivant qui se tordillait comme une anguille. À la vue de ce pantin de bois, le pauvre homme crevait. Il resta tout étonné, la bouche ouverte et les yeux hors de la tête. Revenu un peu de sa stupeur, il balbutia en pleurant: mais où donc est le petit âne que j'ai jeté dans la mer? C'est moi-même, répondit en riant le pantin. C'est toi, moi. Ah, fripon, prétends-tu te moquer de moi? Me moquer de vous, bien loin de là, cher patron. Je vous parle très sérieusement. Mais comment se fait-il que toi, qui étais un petit âne, tu sois devenu dans l'eau un pantin de bois? Ce doit être un effet de l'eau de mer. La mer fait de ces plaisanteries-là. Prends garde, pantin, prends garde, n'essaye pas de t'amuser à mes dépens. Malheur à toi si la patience me manque. Eh bien, patron, voulez-vous savoir toute la vérité? Détachez-moi cette jambe et je vous la raconterai. Cette bonne patte d'acheteur, curieux de connaître la vérité, dévia aussitôt le nœud de la corde qui tenait le pantin attaché. Alors Pinocchio, se retrouvant libre comme un oiseau dans les airs, lui dit: sachez donc que j'étais autrefois un pantin de bois comme vous me voyez aujourd'hui. Je n'étais pas encore, mais j'allais devenir un petit garçon comme il y en a tant dans ce monde. Mais comme j'étais paresseux et que je suivais la mauvaise compagnie, je m'échappais de la maison. Un beau matin, en me réveillant, je me trouvais changé en âne avec 2 grandes oreilles et une longue queue. Quelle honte ce fut pour moi, une telle honte, cher patron, que j'ai pris le bienheureux Saint-Antoine de vous en préserver à jamais. On me vendit à la foire aux ânes, et c'est là que m'acheta le directeur d'une troupe équestre qui se fourra dans la tête de faire de moi un valseur et un sauteur de cerceau. Mais un soir, pendant le spectacle, je fis une mauvaise chute et je restai boiteux des 2 jambes. Alors le directeur, ne sachant que faire d'un âne boiteux, me fit revendre, et c'est vous qui m'avez acheté. Et dire que je t'avais payé 20 sous, qui me rendra maintenant mes 20 malheureux sous. Et pourquoi m'avez-vous acheté? Vous m'avez acheté pour faire de ma peau un tambour, un tambour. Hélas, et maintenant, où trouverai-je une autre peau? Ne vous désespérez pas, patron, les ânes ne manquent pas dans ce monde. Dis-moi donc, petit impertinent, est-ce ici que finit ton histoire? Non, répondit le pantin, encore 2 mots et ce sera tout. Après m'avoir acheté, vous m'avez conduit en ce lieu pour me tuer, mais cédant à un louable sentiment d'humanité, vous avez préféré m'attacher une pierre au cou et me jeter au fond de la mer. Cette délicatesse vous honore infiniment, et je vous en serai infiniment reconnaissant. Pourtant, mon cher patron, vous avez cette fois compté sans la fée. Et quelle est cette fée? C'est ma maman. Elle ressemble à toutes les bonnes mamans qui aiment leurs petits garçons et ne les perdent jamais de vue, qui les assistent tendrement dans leur malheur, alors même que ces enfants mériteraient, par leur escapade et leur mauvaise conduite, être abandonnés à eux-mêmes. Je disais donc que la bonne fée, dès qu'elle me vit sur le point de me noyer, envoya vite à mon secours une bande de poissons qui, croyant bel et bien avoir affaire à un âne mort, se mirent à me dévorer. Et quelle ripaille ils firent! Je n'aurais jamais cru les poissons plus gloutons que les enfants. L'un me mangea les oreilles, un autre le museau, un autre le cou et la crinière, un autre la peau des pattes, un autre la peau du dos, et dans la bande, il se trouva un petit poisson assez gentil pour me manger la queue. À partir d'aujourd'hui, dit l'homme épouvanté, je jure bien de ne plus manger de poisson. Il me déplairait trop d'ouvrir un rouget ou un merlan frit et de trouver dans leur corps une queue d'âne. Je pense comme vous, répliqua le pantin en riant. Du reste, sachez que lorsque les poissons eurent fini de me manger toute cette peau d'âne qui me couvrait de la tête aux pieds, ils arrivèrent
ou pour mieux dire, jusqu'au bois, puisque, comme vous voyez, je suis fait de bois très dur. Mais après avoir donné les premiers coups de dents, ces poissons gloutons s'aperçurent vite que le bois n'était pas précisément bon pour leurs dents. Et dégoûtés de cette nourriture indigeste, ils s'en allèrent les uns d'un côté, les autres de l'autre sans même me remercier. Et voici comment vous-même, en tirant sur la corde, avez trouvé un pantin vivant au lieu d'un âne mort. Je me moque de ton histoire, s'écria l'homme furieux. Ce que je sais, c'est que j'ai dépensé 20 sous pour t'acheter, et je veux retrouver mon argent. Sais-tu ce que je vais faire? Je vais te porter de nouveau au marché, et je te revendrai au poids du bois sec pour allumer le feu. Revendez-moi, je ne demande pas mieux, dit Pinocchio, mais ce disant, il fit un saut et bondit au milieu de l'eau. Tout en nageant joyeusement, il s'éloigna de la rive en disant au pauvre acheteur: Adieu, patron, si vous avez besoin d'une peau pour faire un tambour, pensez à moi. Puis il rit et continua à nager. Peu après, il se retourna et cria plus fort: Adieu, patron, si vous avez jamais besoin d'un peu de bois sec pour allumer votre feu, pensez à moi. Et en un clin d'œil, il fut si loin qu'on ne le vit plus, c'est-à-dire qu'on apercevait à peine la surface de l'eau, un tout petit point noir qui, de temps à autre, dressait les jambes hors de l'eau et faisait des cabrioles et des culbutes comme un dauphin de bonne humeur. En nageant ainsi à l'aventure, Pinocchio aperçut au milieu de l'eau un récif qui paraissait de marbre blanc, et au sommet de ce récif, une belle petite chèvre qui bêlait avec insistance et lui faisait signe d'approcher. Ce qu'il y avait de plus singulier, c'est que la laine de la petite chèvre, au lieu d'être blanche ou noire, ou même de plusieurs nuances, comme celle des autres chèvres, était bleue, mais d'un bleu azur si brillant qu'il rappelait beaucoup les cheveux de la fée. Je vous laisse à penser si le cœur du pauvre Pinocchio se mit à battre violemment. En redoublant de vigueur et d'énergie, il nagea jusqu'au récif. Il était déjà arrivé à mi-chemin quand il vit sortir de l'eau la tête horrible d'un monstre marin qui venait à sa rencontre, la bouche grande ouverte comme un gouffre et 3 rangées de dents qui, rien qu'à les voir en image, eussent épouvanté. Et savez-vous quel était ce monstre marin? Ce monstre marin n'était ni plus ni moins que le gigantesque requin dont il fut question plusieurs fois au cours de ce récit, et qui, pour ses carnages et son insatiable férocité, était surnommé l'Attila des poissons et des pêcheurs. Imaginez l'épouvante du pauvre Pinocchio à la vue du monstre. Il essaya de l'éviter, de changer de chemin. Il chercha à fuir, mais cette immense bouche grande ouverte venait toujours à sa rencontre avec la rapidité d'une flèche. Dépêche-toi, Pinocchio, de grâce, criait en bêlant la petite chèvre. Et Pinocchio nagea désespérément avec les bras, le buste, les jambes et les pieds. Vite, Pinocchio, car le monstre approche. Et Pinocchio, rassemblant toutes ses forces, redoubla de vitesse dans sa course. Prends garde, Pinocchio, le monstre te rejoint. Le voici, le voici. Hâte-toi, ou tu es perdu. Et Pinocchio nagea plus rapidement que jamais. Il filait comme un poisson. Déjà, il approchait du récif, et la petite chèvre, s'inclinant tout au-dessus de la mer, lui tendait ses 2 pattes de devant pour l'aider à sortir de l'eau. Mais il était trop tard, le monstre l'avait rejoint. Le monstre, en aspirant l'eau, avala le pauvre pantin comme il aurait gobé un œuf de poule et l'engloutit avec tant de précipitation que Pinocchio, en tombant dans le ventre du requin, fut projeté si fort qu'il resta étourdi pendant un quart d'heure. Quand il revint de son épouvante, il ne comprenait plus rien, pas même en quel monde il se trouvait. Autour de lui, c'était de toutes parts l'obscurité, mais une obscurité si noire et si profonde qu'il lui sembla être entré dans une bouteille d'encre. Il écouta et ne perçut aucun bruit, mais par instants, il sentait passer sur son visage de grandes bouffées de vent. Tout d'abord, il ne se représentait pas d'où pouvait venir ce vent, puis il comprit qu'il sortait des poumons du monstre, car il faut vous dire que le requin souffrait beaucoup de l'asthme.
crut sentir souffler le vent du nord. Pinocchio essaya au début de se donner un peu de courage, mais quand il eut la preuve bien nette qu'il se trouvait dans le corps du monstre marin, il se mit à pleurer et à crier. Tout en pleurant, il disait: au secours, infortuné que je suis, il n'y a donc personne qui puisse me sauver. Que veux-tu qui te sauve, malheureux? Dit dans l'obscurité une grosse voix fêlée comme une guitare mal accordée. Qui parle ainsi? Demanda Pinocchio, qui se sentit subitement glacé d'épouvante. C'est moi. Je suis un pauvre thon englouti comme toi dans le ventre du requin. Et toi, quel poisson es-tu? Je n'ai rien de commun avec les poissons. Je suis un pantin. Alors, si tu n'es pas un poisson, pourquoi t'es-tu fait avaler par le monstre? Ce n'est pas moi qui me suis fait avaler, c'est lui qui m'a avalé. Et maintenant, que faire dans cette obscurité? Se résigner et attendre que le requin nous ait digérés tous les deux. Mais je ne veux pas être digéré, hurla Pinocchio en recommençant à pleurer. Moi non plus, je ne voudrais pas être digéré, songea le thon. Mais je suis philosophe et je me console en pensant que lorsqu'on est poisson, il est plus digne de mourir sous l'eau que sous l'huile. Sottise, cria Pinocchio. C'est mon opinion, répliqua le thon, et toutes les opinions, comme on dit en politique, doivent être respectées. En somme, moi, je veux m'en aller d'ici, je veux m'enfuir. Fuis si tu peux. Est-il bien gros ce requin qui nous a avalés? Demanda le pantin. Figure-toi que son corps est long de plus d'1 kilomètre sans compter la queue. Pendant cette conversation, Pinocchio crut distinguer loin, bien loin, une espèce de clarté. Que peut bien être cette petite lumière là-bas? Demanda Pinocchio. Ce doit être quelqu'un de nos compagnons d'infortune qui attend, comme nous, le moment d'être digéré. Je vais aller le trouver. C'est peut-être quelque vieux poisson capable de m'enseigner le moyen de fuir. Je te le souhaite de bon cœur. Adieu, thon. Adieu, pantin, et bonne chance. Où nous reverrons-nous? Qui sait? Il vaut mieux ne pas y penser. Voilà, nous allons nous arrêter ici. J'espère que vous avez aimé cette avant-dernière lecture de Pinocchio. Nous allons bien voir la fin la prochaine fois. Personnellement, je suis impatiente. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.